Jean-Philippe Puzan est directeur de recherche en physique théorique au CNRS. Il est spécialiste de cosmologie relativiste et de gravitation et il travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a été directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré à Paris de 2013 à 2017. Et en 2015, il a reçu le prix Georges Lemaître pour ses travaux en cosmologie et puis sa participation, sa contribution à la diffusion des connaissances dans le domaine. Il a aussi enseigné plusieurs années à l'ENS Paris, à l'École des mines de Paris et dans des écoles thématiques internationales. Et il a écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique que vous pourrez découvrir dans l'espace dédicace, notamment Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant, l'harmonie secrète de l'univers et l'importance des constantes. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous êtes tous sortis le soir, vous avez tous vu le ciel au moins une fois dans votre vie, j'espère. Sinon, ça sera un travail pour les vacances. Et quand vous regardez votre ciel, on peut se demander, on voit un certain nombre d'objets dans le ciel et on peut se poser la question de savoir est-ce que ce ciel, ces étoiles, les objets que nous voyons, sont-ils distribués de façon aléatoire ou est-ce que, quelque part, il y a une raison pour leur place? Alors c'est vrai que dans notre ciel quotidien, il y a des étoiles, il y a le Soleil, il y a la Lune, il y a quelques planètes. Souvent, on n'est pas capable de les distinguer à l'œil nu si on n'est pas spécialiste. Éventuellement, si on est très très bon, on voit quelques galaxies à l'œil nu. Alors que le ciel de l'astrophysicien, de l'astronome, c'est un ciel qui est beaucoup plus riche. Alors quand on en reste à notre ciel, je vais dire naïf, celui de la personne qui se balade, en fait, on pourrait se dire finalement non. On sait que les étoiles se déplacent, on sait que la Terre se déplace. Il n'y a aucune raison que les étoiles restent dans la même position. Notre position, clairement, en tant qu'être humain, on peut supposer qu'on doit vivre sur une planète qui n'est pas trop loin d'une étoile parce qu'il nous faut de l'énergie, éventuellement dans une galaxie, mais plus que ça, peut-être pas. Alors on peut s'étonner d'un certain nombre de choses. On peut commencer à faire de l'astronomie, à faire de la cartographie de notre système solaire. On va mesurer la distance entre la Terre et le Soleil, la distance entre la Terre et la Lune. On voit qu'il y a des constellations qui ont une certaine forme. On voit que, par exemple, il y a une étoile Polaris qui se trouve juste au pôle nord céleste. Est-ce que c'est des coïncidences? Alors, pour certains, oui, pour d'autres, non. Par exemple, Polaris, si vous étiez juste au début de notre ère, cette étoile se trouvait dans la constellation de la Girafe. Si vous attendez 2000 ans, elle va se trouver dans la constellation de Céphée. Donc, on voit que le fait qu'elle coïncide avec le pôle nord céleste, ce n'est pas un hasard, c'est juste quelque chose qui, finalement, caractérise le moment où vous êtes en train d'observer cette étoile. Si vous étiez capable de laisser un document, que vous ne le datez pas et que vous expliquez que l'étoile Polaris est au pôle nord céleste, on peut faire une estimation, une datation de l'époque à laquelle vous avez écrit ce document. Alors les constellations, c'est un peu la même chose. On sait que les étoiles se déplacent. Aujourd'hui, on en a une très bonne mesure avec des satellites comme Gaïa. Mais en gros, on peut voir, si vous prenez la Grande Ourse, dans 10 000 ans, vous serez incapable de la reconnaître. Donc on voit que finalement, le fait que cette constellation soit définie telle qu'elle est, c'est un hasard. Alors maintenant, si on en vient aux distances, la distance entre la Terre et le Soleil, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi aléatoire, par exemple, que la distance entre la Terre et la Lune? Là, clairement pas. Si notre planète était trop loin du Soleil, eh bien, on aurait finalement le climat sur Terre serait beaucoup plus froid. S'il était beaucoup plus proche, disons, à l'orbite de Mercure, probablement il était tellement chaud qu'on n'aurait pas eu d'eau liquide. Donc on peut se dire que c'est cette notion de zone habitable d'une planète en surface qui vous dit que nous sommes des êtres vivants qui vivent en surface de leur planète avec de l'eau liquide. On ne peut pas être n'importe où. La distance entre la Terre et le Soleil est assez contrainte. La distance entre la Terre et la Lune, il y a quelques contraintes, mais beaucoup plus faibles, puisque ça stabilise l'obliquité de la Terre, mais pas finalement, la Lune pourrait être un peu plus loin, un peu plus lourde, ça aurait le même effet. Donc on voit qu'on a deux distances que l'on mesure, elles sont telles qu'on est capable d'observer des éclipses totales de ciel, et ça c'est un hasard, mais la distance entre la Terre et le Soleil est caractéristique du fait que nous sommes ici en train d'étudier le Soleil. Si on se trouvait à l'orbite de Mercure et que nous étions en train de faire de l'astronomie, on devrait s'étonner, on aurait quelque chose à expliquer. Comment se fait-il que nous nous trouvons là à observer le Soleil, puisque notre connaissance scientifique nous aurait dit que nous ne devrions pas être capables de vivre à cet endroit. Donc vous voyez cette question que là, finalement, de façon assez naïve, elle va se décliner dans toute la cosmologie parce que tout ce que nous observons de l'univers se fait à partir d'une seule position qui est ici, aujourd'hui, dans notre galaxie, et maintenant. Et donc, le ciel de l'astronome, lui, il est peuplé pas simplement d'étoiles et de planètes, il a des centaines de milliards de galaxies à sa disposition, il a des rayonnements, par exemple le rayonnement de fonds diffus cosmologiques, donc c'est un ciel qui est un empilement d'observables qui correspond à ce qu'on appelle l'observateur
l'univers observable. Et tout ce qu'on va pouvoir mesurer sur notre univers, finalement, se réduit à ce qui se trouve dans cette petite bulle d'univers. Alors, dès qu'on veut poser la question du statut de l'observateur en cosmologie, eh bien, il va falloir se poser la question de savoir, j'ai accès à une quantité finie d'informations, d'observations, comment est-ce que je compare ça aux prédictions de la théorie? Et comme vous allez le voir, je pense que ça marque un petit peu les limites de ce que la cosmologie, en tant que théorie, est capable d'expliquer et de prédire. Alors, notre modèle cosmologique actuel, c'est ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Il a environ un siècle d'existence. Dans les grandes lignes, c'est un univers dans lequel l'espace est en expansion, qui se refroidit depuis une phase qui est chaude, dense et sans structure. Et en fait, on a des observations qui valident ce modèle entre une seconde après le Big Bang, avec des guillemets, jusqu'à aujourd'hui, avec un univers qui aurait un âge mesuré, estimé, calculé plutôt, de 13,8 milliards d'années. Alors, comme tous les modèles, c'est un modèle qui a encore un certain nombre de failles et de choses qui restent à expliquer, comme par exemple la nature de la matière noire, l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. Mais ce modèle, en tant que modèle phénoménologique, c'est un très bon modèle parce qu'il rend compte d'à peu près toutes les observations que nous avons aujourd'hui. Dans ce cadre, l'univers est beaucoup plus grand que l'univers observable. Donc vous avez une petite partie de l'univers, celle que vous pouvez observer, et puis s'il y avait un observateur qui était à une distance beaucoup plus lointaine, il aurait son propre univers observable, il pourrait faire la même cosmologie, et donc va tout de suite se poser la question de savoir, est-ce que notre univers observable, donc le petit coin de l'univers que nous sommes capables d'observer, est représentatif de l'univers dans son ensemble? Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir tester observationnellement, puisque ça demanderait finalement de sortir de notre univers observable. Alors depuis 1981, dans ce modèle cosmologique, on a une sous-partie du modèle qui s'appelle la phase d'inflation, qui décrit l'univers primordial. Et dans ce cadre-là, cette théorie nous donne des informations sur les conditions initiales de la distribution de la matière qui va donner par effondrement gravitationnel naissance aux galaxies. Et ces conditions initiales, elles sont reliées à des propriétés quantiques pendant la phase d'inflation, ce qui veut dire que ce sont des conditions initiales de nature probabiliste. Donc, pour l'instant, bien sûr, cette théorie de l'inflation est en accord avec les observations. On n'a pas de preuve que c'est vraiment le cas, mais dans ce cadre-là, les conditions initiales sont des conditions probabilistes, ce qui fait que tout ce que vous pouvez dire sur l'univers est de nature probabiliste. Dans notre modèle, on ne peut pas dire où vont se trouver les galaxies. Ce que l'on peut déduire, c'est un certain nombre de propriétés de la distribution de ces galaxies. Quel est le nombre moyen? Quelle est la fonction de corrélation? Si je prends le fond diffus cosmologique, ça va être la distribution angulaire de la température. Donc vous voyez, toutes vos observables, ce sont des probabilités. Et vous avez donc une distribution d'observables et vous n'en faites qu'une observation. Donc vous allez devoir comparer une observation de votre univers, le vôtre, avec ces lois de distribution. Et ça, tout de suite, ça va poser un certain nombre de problèmes parce que ce n'est pas une mesure que vous pouvez faire plusieurs fois. Vous n'avez pas accès à différents univers observables. Que se passe-t-il si vous avez une anomalie de mesure? Donc une distribution, ce n'est pas une valeur précise, c'est une valeur avec une certaine forme. Donc imaginons que vous prédisiez cette valeur et que vous mesuriez ça. Est-ce que cela veut dire que votre théorie est mise en défaut? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine probabilité, puisque vous avez une distribution, il y a quand même une certaine probabilité que vous ne soyez pas typique, c'est-à-dire que la plupart des observateurs mesurent cette valeur, mais peut-être vous êtes dans un coin de l'univers où, du fait d'une fluctuation statistique, vous allez mesurer quelque chose qui est là. Alors ça, c'est arrivé déjà dans les années passées. Quand on a eu le satellite WMAP en 2003, il y avait une anomalie dans la distribution de la température du fond diffus cosmologique qui nous disait que le quadrupôle était trop faible et qu'il y avait des corrélations qui n'étaient pas attendues avec l'octopôle, par exemple. Et donc, la question, est-ce que ça remettait en cause la théorie de l'inflation, le modèle cosmologique, ou est-ce que c'était quelque chose que l'on pouvait éventuellement observer? Donc là, si les gens se sont posé cette question, on fait des simulations numériques en faisant varier là les conditions initiales et donc en prenant des observateurs qui étaient à différents endroits dans l'univers, et on s'est rendu compte qu'un observateur sur 2000 devait observer une fluctuation de ce type-là. Donc il y a une chance sur 2000 que dans votre univers, il y a une déviation suffisamment large qui ressemble à une anomalie. Qu'est-ce que vous concluez? Est-ce que votre théorie est mise en défaut ou est-ce que finalement vous n'êtes pas typique?
Donc là, vous voyez, ça vous montre un petit peu la limite de ce que vous pouvez faire. Et surtout, ça va questionner votre position en tant qu'observateur, puisque ce modèle cosmologique, au sens strict, il est construit sur un principe qu'on appelle le principe copernicien, qui dit que, en fait, l'univers est identique vu de chacun de points de l'univers, mais au niveau des fluctuations, en fait, c'est plus vrai, et on peut avoir un certain nombre de déviations. Donc ça, c'est la première chose auquel vous allez devoir vous confronter. Ensuite, vous faites différentes mesures et vous pouvez avoir des coïncidences. Des choses qui vont avoir la même valeur alors que vous n'attendez pas a priori qu'elles aient la même valeur. Alors ça, historiquement, il y a un très bel exemple, c'est le débat qu'il y a eu à partir de la remarque de Paul Dirac, où il avait calculé le temps de l'univers en unité atomique. Il avait trouvé que c'était 10 puissance 40, et il a remarqué que c'était la même chose que le rapport entre la force électromagnétique et gravitationnelle entre un proton et un électron. Bon, des choses qui n'ont rien à voir, qui valent 10 puissance 40, c'est une coïncidence numérique, c'est un nombre qui est un peu important, hein, pour sortir un 10 puissance 40, comme ça dans les théories, il faut quand même un petit peu y aller. Et donc il s'est dit, c'est une coïncidence, et cette coïncidence, elle révèle une loi de la nature que je ne connais pas encore, ça doit donc venir de la physique, qui me dit quelque chose, une relation entre la gravitation, l'électromagnétisme et l'expansion de l'univers. Et il s'est dit, une façon de réconcilier ces choses-là, c'est de supposer que la constante de la gravitation n'est pas une constante, mais qu'elle décroît avec le temps. Voilà, donc lui, il voit une coïncidence, il en déduit quelque chose pour la physique. En 1961, Robert Dicke, lui, se dit, mais en fait, on n'observe pas l'univers depuis n'importe quand. L'âge de l'univers, il ne peut pas être n'importe quoi, parce que si j'étais dans les premières secondes de l'univers, je n'aurais pas d'atomes. Si j'étais 300 000 ans après le Big Bang, je n'aurais pas de matière neutre, donc finalement, je n'aurais même pas de carbone. Donc je n'aurais pas d'être vivant. Donc l'univers ne peut pas être observé depuis n'importe quand, et il essaye d'estimer à partir de quand est-ce qu'on peut avoir des observateurs dans l'univers. Alors c'est une époque où on sait qu'on commence à connaître la physique stellaire, on peut commencer à avoir une idée de la durée de vie des étoiles, et en fait ils se rendent compte que les étoiles les plus lourdes peuvent vivre environ 100 millions d'années, donc au bout de 100 millions d'années vous allez peut-être avoir les premières supernovas, donc votre univers va être enrichi en carbone, en oxygène, donc éventuellement vous allez commencer à former les premières planètes. Il se dit, bon, il met ça à la louche. En gros, il estime qu'au bout de 200 millions d'années, on peut peut-être avoir des premiers systèmes planétaires autour d'étoiles plus légères. Alors aujourd'hui, le record, je crois que c'est Kepler 444, qui est daté d'il y a 11,2 milliards d'années, où on a un système avec une étoile et deux planètes de type Jupiter. Donc on voit qu'il y a des systèmes stellaires qui sont là assez tôt. Donc il se dit, en gros, on a un système stellaire, là-dessus, alors on ne sait pas trop comment ça se passe et quelle est la vitesse avec laquelle ça se passe, il faut que la vie apparaisse, et il dit, bon, en gros, on peut estimer qu'il n'est pas improbable qu'il puisse y avoir de la vie dans l'univers 1 milliard ou 2 milliards d'années après le Big Bang. Donc vous voyez tout ça au doigt mouillé, hein, on fait vraiment de la science avec des ordres de grandeur. Et après, est-ce qu'il peut y avoir des observateurs jusqu'à l'infini, ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit qu'il n'y a plus d'observateurs ? Ce qu'on a compris, c'est que les étoiles n'étaient pas éternelles, que les étoiles ont une durée de vie. Des étoiles comme le Soleil, donc c'est 10 milliards d'années. Les plus faibles, ça va être, on va dire, une trentaine de milliards d'années de vie. Donc en fait, on voit que ces étoiles ils vont disparaître. Les galaxies donc, vont être de moins en moins lumineuses. Vous avez besoin de sources d'énergie à un moment pour pouvoir entretenir une vie. D'un autre côté, vous avez l'expansion de l'univers qui fait que vos galaxies, elles, se dispersent les unes des autres. Vos astronomes, s'ils existent, ne vont bientôt plus avoir de galaxies à observer dans l'univers. Et si on estime un peu les choses, on peut se dire que peut-être dans 100 milliards d'années, on ne va pas avoir de façon d'avoir de la vie biologique à la surface d'une planète. Alors il y a des exceptions, on peut toujours dans les trucs de science-fiction, on peut par exemple extraire de l'énergie d'un trou noir, donc une civilisation très avancée qui sera en rotation autour d'un trou noir, pourrait peut-être... Voilà. On peut trouver des choses comme ça, mais si on met des ordres de grandeur de vie qui se développeraient naturellement, on peut dire, OK, dans 100 milliards d'années, il y aura probablement plus de vie dans notre univers. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que s'il y a des astronomes, on va dire, à peu près à cette époque-là, il n'y aura plus aucune galaxie dans leur univers. Et je me suis dit, c'est quand même assez bizarre parce que ces astronomes ne seront pas capables de vérifier que l'univers est en expansion. Ils n'auront pas d'autres galaxies, ils n'auront pas d'autres rayonnements dans l'univers pour vérifier que l'univers est en expansion. Il sera complètement vide. Et donc, pour eux, ils seront incapables même d'estimer l'âge de leur propre univers, sauf s'il y a des astronomes avant qui l'ont marqué sur un papier et qu'on a continué à mesurer le temps. Ils ne pourront pas, par des mesures astronomiques, estimer l'âge de leur propre univers. Je trouvais que c'était un truc assez intéressant, c'est qu'il y a un moment, en fait, vous ne pouvez plus savoir. Alors aujourd'hui, on est 13,8 milliards d'années, et vous voyez, je vous ai dit, c'est entre 2 et 100, donc on est dans la bonne fourchette, c'est normal, c'est comme la planète dans la zone habitable, sinon on devrait se poser des questions si on était là beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Mais est-ce que 13,8 milliards d'années, ça vous convainc? Est-ce que vous devez vous en étonner, vous en offusquer?
Alors pour aborder cette question, il faut dire finalement comment est-ce que je me considère moi en tant qu'observateur? Est-ce que nous sommes uniques dans l'univers? Est-ce qu'on est exceptionnel? Est-ce qu'on est typique et qu'il y a des observateurs comme nous un peu partout dans l'univers et qu'on est complètement banal? Et donc vous voyez là, on va commencer à devoir postuler des choses qui sont en dehors de la physique et qui sont difficilement testables. Alors c'est selon ces idées qu'en 1974, Brandon Carter a dit quelque chose, a postulé un principe qui est finalement une trivialité. Il a dit « Ce que nous pouvons observer est contraint par les conditions nécessaires à l'existence de l'observateur ». Donc si vous voyez quelque chose, c'est que vous êtes là pour le voir. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ça peut paraître une évidence, mais en fait, c'est assez profond. C'était comme la zone habitable, c'est-à-dire que votre planète, elle est dans la zone habitable en surface, et si vous n'étiez pas là, vous devriez vraiment vous poser une question de pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans cette zone habitable. Et ça, la conclusion, c'est qu'en fait, comme il continue, il dit « Nous devons être prêts à prendre en compte le fait que notre position dans l'univers est nécessairement privilégiée par le fait qu'elle est compatible avec notre existence. » C'est une reformulation de ce principe-là, qu'on va appeler plus tard le principe anthropique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'observe un phénomène, par exemple un phénomène X, ce que je veux prévoir d'un point de vue théorique, ce n'est pas quelle est la probabilité que ce phénomène ait lieu, mais c'est quelle est la probabilité que moi, en tant qu'observateur, j'observe ce phénomène avoir lieu. Donc ce n'est pas la probabilité de X qui m'intéresse, c'est la probabilité de X, sachant qu'il y a des observateurs pour l'observer. Donc ça veut dire que vous allez devoir réintroduire l'observateur dans toutes vos prédictions. Alors ça, c'est ce qu'on fait déjà en cosmologie. Ce qu'on fait en cosmologie, c'est prévoir les quantités observables, puisque c'est ça que l'on compare aux observations. Mais ça veut dire aussi prendre en compte le rôle de l'observateur. Alors comment calculer, comment concrètement faire cette chose-là? Comment calculer la probabilité, par exemple, d'un univers qui a un certain nombre de paramètres cosmologiques, étant donné le fait qu'il y a des observateurs dans cet univers? Eh bien pour ça, vous allez utiliser le théorème de Bayes, et je suis sûr qu'on en a parlé mais des dizaines de fois depuis le début de Time World, qui va vous dire que cette probabilité, elle va être proportionnelle à la probabilité qu'il y ait des observateurs dans un modèle donné avec certains paramètres cosmologiques, fois la probabilité que finalement ce modèle est une bonne description de la nature. Et donc ça va vous donner une méthode, et vous voyez la probabilité qu'il y ait des observateurs à un moment donné, dans un modèle donné, ça va varier d'un modèle à l'autre. Si vous avez plus de matière noire, vous allez former plus de galaxies. Si vous avez une constante cosmologique plus grande, eh bien, l'univers va passer plus vite en expansion accélérée, donc vous allez former moins de galaxies. Donc le nombre d'observateurs, si ces observateurs habitent dans des galaxies, va dépendre du modèle cosmologique. Donc vous pouvez vous dire, supposons que j'ai tous les paramètres cosmologiques possibles, donc là je vais commencer à imaginer qu'il y a plein d'univers. Si je tire un observateur au hasard, quel est l'univers que la plupart de ces observateurs vont observer, et est-ce que c'est compatible avec ce que moi j'observe? Alors pour revenir d'abord sur l'âge de l'univers, vous pouvez prendre notre univers avec les paramètres cosmologiques que nous mesurons aujourd'hui, et là vous allez calculer quelle est la probabilité d'avoir à une date donnée des observateurs dans ce modèle-là, et ça vous pouvez le faire. Alors il faut supposer par exemple que la densité d'observateurs est proportionnelle à la densité de galaxies, puisque je n'ai aucune idée personnellement de savoir s'il y a de la vie dans d'autres galaxies, ou même comment la vie est apparue dans l'univers. Donc si vous faites cette hypothèse que le nombre d'observateurs est proportionnel au nombre de galaxies, ça vous pouvez le calculer, c'est le modèle de formation des structures, vous connaissez les conditions initiales, les paramètres cosmologiques, la croissance des structures, et donc vous allez pouvoir savoir en gros comment est peuplé l'univers. Il y a 1 milliard d'années, il y a 2 milliards d'années, il y a 10 milliards d'années, et puis dans le futur. Et puis, vous allez vous dire, je tire un observateur au hasard, et en moyenne, qu'est-ce que cet observateur mesure comme âge de son univers? Et vous trouvez sur quelque chose qui est entre 12 et 14 à peu près. Donc la plupart des observateurs vont mesurer un âge qui est entre 12 milliards d'années et 14 milliards d'années. Sous cette idée-là, c'est là où il y a le plus d'observateurs. Donc finalement, 13,8 milliards d'années, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant. Sachant que, bien sûr, je fais une hypothèse qui est complètement incontrôlée, c'est de supposer que je suis un observateur tiré dans une classe d'observateurs infinis qui peuplent l'univers et que nous ne savons pas si c'est vraiment le cas. Mais vous voyez, cette idée-là formalise l'idée qu'avait Robert Dicke de dire en fait, il faut trouver la zone dans laquelle on se trouve entre ces 2 milliards et ces 100 milliards d'années. Vous ajoutez un argument probabiliste et là, vous vous dites en gros, c'est entre 12 et 14. Vous mesurez 13,8 et donc vous pouvez aller vous coucher tranquillement, sans avoir trop peur. Alors maintenant, il y a une autre approche, c'est de se dire, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va supposer qu'on ne sait rien sur l'univers. Je n'ai pas fait de mesure astrophysique. Je ne connais pas les paramètres cosmologiques, je vais les laisser varier, et je vais supposer que, voilà, dans ces univers, on tire des observateurs au hasard, c'est nous, on regarde l'univers, qu'est-ce qu'on devrait mesurer?
Alors ça, cette idée, elle est née en 1983. Le premier à l'avoir utilisée, c'est Steven Weinberg. Il avait une raison de faire ça, c'est qu'on commençait à avoir des questions sur le problème de la constante cosmologique, qui est une constante en fait qu'on est capable de mesurer astrophysiquement, mais qui pose un problème parce que si on essaie de l'estimer théoriquement, même s'il y a des grands débats sur sa valeur exacte, on obtient un désaccord qui est de l'ordre de 60 à 120 ordres de grandeur sur la façon dont on fait cette prédiction théorique. Et donc, il ne comprenait pas. Il se disait, comment est-ce possible qu'elle soit si petite? Et donc, il va calculer cette chose-là. Il va se dire, quelle est la probabilité que j'ai des observateurs si je change la valeur de la constante cosmologique? Vous voyez, si ça c'est 0 et que la constante cosmologique, elle peut être entre 0 et plus l'infini, on va dire, en gros, et vous êtes quasiment dans cette petite zone-là. Ce qui se rend compte, et ce que l'on savait, c'est que dès que la constante cosmologique commence à être trop grande, en fait, l'univers devient en expansion accélérée trop tôt, vous ne formez plus de galaxies. Donc, c'est des univers où vous n'avez pas le temps de peupler d'observateurs. Donc, en fait, la plupart des univers dans lesquels vous avez des valeurs plus grandes, il n'y a pas d'observateurs. Donc, il est impossible que quelqu'un mesure ces valeurs grandes. Donc, vous avez ce qu'on appelle un biais de sélection observationnelle. Les seuls univers où il peut y avoir des observateurs qui sont éventuellement vont faire cette mesure-là sont des univers pour lesquels la constante cosmologique est très très petite. Et puis ensuite, vous faites le même argument probabiliste et il arrive à la conclusion qu'en gros, la constante cosmologique doit représenter 60% du contenu matériel de l'univers. Aujourd'hui, on est plutôt à 72%, mais vous voyez qu'avec cet argument-là, quelque part, il prédit, on n'avait pas de mesure exacte de cette valeur-là, et il prédit la valeur de cette constante. Bon, très bien. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est une explication? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que ça vous satisfait? Et je vais dire, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend beaucoup de quelles sont vos attentes dans la science. Et pour savoir ça, il faut regarder un peu les hypothèses sur lesquelles qu'on a mises en place pour arriver à cette conclusion. Donc déjà, on a supposé qu'il existait une infinité d'univers qui réalisaient toutes les possibilités possibles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de supposer? Aujourd'hui, si on prend l'inflation, donc depuis 1982, André Linde était arrivé avec cette idée d'inflation éternelle dans lequel on a tous ces univers bulles qui peuvent avoir la physique peut être différente dans ces différents univers, les paramètres cosmologiques aussi. C'est très très spéculatif, mais on a un mécanisme spéculatif qui éventuellement pourrait réaliser ça. Mais est-ce que vous êtes capable de l'acheter scientifiquement? Je ne sais pas. Mais ça, voilà, c'est la première hypothèse. Deuxièmement, il faut définir ce que c'est qu'un observateur, pour savoir quelle est la densité de ces observateurs. Tout à l'heure, on a utilisé un proxy très simple, on a dit la densité d'observateurs, c'est proportionnel à la densité de galaxies, mais ça, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que vous allez compter les souris, les bactéries? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous comptez comme observateur? Qu'est-ce que ça veut dire regarder la nature? Il va falloir définir des probabilités. Vous avez un nombre infini d'univers, bref, tout est infini. Il va falloir s'amuser à régulariser ces infinis et des infinis divisés par l'infini. Donc ça, je peux vous dire, il y a plein de papiers où les gens trouvent à peu près ce qu'ils veulent parce que le résultat dépend de la façon dont vous régularisez vos probabilités. Bon, ça, c'est aussi une question de savoir comment est-ce que je définis les choses. Et puis après, comment est-ce que vous faites ces probabilités? Comment est-ce que vous prenez en compte cet observateur? Alors, une des personnes qui avait travaillé au niveau probabiliste sur cette question, qui s'appelle Nick Bostrom, un Suédois, il a dit, en fait, nous devons raisonner comme si nous étions un échantillon aléatoire, et quand il dit nous, ce n'est pas nous, c'est nous, notre univers, un échantillon aléatoire d'un ensemble d'observateurs d'une classe de référence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une classe de référence? Il n'est pas capable de le définir, et comment est-ce qu'on imagine ce tirage aléatoire? Donc, vous voyez, on va très très loin. Et la question qu'on peut se poser, parce que je suis sûr que vous avez entendu parler de ces approches-là, c'est quand même des choses qui ont attiré beaucoup d'attention. La question, c'est pourquoi est-ce que les gens se sont lancés, puis quand je dis des gens, c'est des gens qui sont bien plus éduqués et célèbres que moi, pourquoi est-ce qu'on a eu cette attirance pour ce genre d'explication? Et est-ce que c'est une explication? Mais en fait, c'est parce qu'il y a un moment, on était mal à l'aise. Il y avait cette constante cosmologique dont je vous dis, voilà, on a un ajustement fin. On s'est rendu compte que pour les lois de la nature, la plupart des constantes étaient ajustées à mieux que le pourcent pour que, en fait, la vie telle que nous la connaissions dans notre univers, que les noyaux atomiques soient stables et ainsi de suite, devait se produire. Donc comment est-ce que c'est possible de vivre dans un univers où tout est ajusté finement? Donc vous allez vous étonner de cet ajustement fin. Et la question, c'est est-ce que vous avez à vous étonner? Je me suis pas mal posé la question, mais en fait, je me suis dit, oui, c'est étonnant, il faut s'étonner, parce que si on ne s'étonne plus, on ne fait plus de recherche. La base de la recherche, c'est quand même s'étonner du fait qu'il y ait un stylo, du fait qu'il y ait tout, on s'étonne. Mais quand même,
je n'ai pas de loi de probabilité sur l'espace des théories physiques. Donc, qu'est-ce que je peux dire qui est le plus probable? Qui est capable de dire que cette théorie physique, avec ses valeurs de constante, une théorie physique avec de la supersymétrie ou autre chose, comment est-ce que vous pouvez quantifier la loi de probabilité de distribution de ces choses-là? Donc, vous allez utiliser un théorème de Bayes, vous allez avoir la probabilité de l'observateur dans une théorie donnée, mais la probabilité de la théorie elle-même, est-ce que vous la connaissez? Vous ne la connaissez pas. Donc, est-ce que vous pouvez prédire quelque chose? Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui font débat, où les gens ne sont pas contents. La question qui se pose et qui dépasse celle de la science, c'est qu'est-ce qu'on veut expliquer? À quel moment est-ce qu'on accepte que votre théorie, qui décrit bien l'univers, n'explique pas tout? Est-ce qu'il y a un moment où vous allez vous arrêter à rechercher une explication encore plus profonde? Est-ce que vous allez finalement accepter ce genre de raisonnement, donc avec ce principe anthropique? Et vous voyez, le principe anthropique, il est assez intéressant. Je dis, il y a le principe cosmologique qui vous dit qu'il n'y a pas d'observateur privilégié. Là, le principe anthropique, il limite ce principe-là en disant il y a des zones qui sont habitables et des zones qui ne sont pas habitables. Donc nous sommes dans un univers privilégié, les univers dans lesquels il y a de la vie. Et puis, même si c'était le cas, est-ce que nous sommes typiques? Parce que imaginez toutes les formes de vie, dans tous les types de physique possibles, donc je ne sais même pas si c'est imaginable, à part dans The Big Bang Theory, peut-être, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui sort de notre entendement. Comment peut-on dire que nous sommes typiques dans ce genre d'univers? Vous voyez, on est en train de faire finalement des hypothèses qui sont presque de nature métaphysique pour expliquer un réglage fin qui nous met mal à l'aise. Et puis surtout, ça veut aussi dire que comme on va utiliser des hypothèses sur le monde qui sont des hypothèses non testables, d'une certaine façon, pour satisfaire l'inconfort qu'on a par rapport à l'univers qu'on a étudié et que l'on a révélé, eh bien, on va peut-être aussi se permettre de dégrader la notion de la méthode scientifique, c'est-à-dire d'accepter, sur ces bases-là, de ne pas prendre en compte le fait que vos nouveaux principes ne sont pas testable. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, est-ce que vraiment il y a un fine-tuning? Et ça, c'est un problème de probabilité dans ces espaces de théorie. Et puis, est-ce que je suis prêt personnellement, pour expliquer quelque chose en cosmologie, d'ouvrir la porte à une révision de la méthode scientifique, ce qui est tout à fait possible. Elle a évolué dans le temps, mais vous savez que, en particulier dans nos collègues californiens de théorie des cordes, il commence à y avoir des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir des observations pour valider une théorie. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez scandaleux, surtout par les temps qui courent. Mais vous voyez, c'est pour ça où il faut faire très attention. Et là, on a un petit basculement parce que finalement, on fait de la cosmologie. Nous sommes dans l'univers. L'univers, c'est un système qui est très particulier. Il est unique. Je ne peux pas faire une expérience univers en changeant les paramètres, en comparant, en observant. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des résultats qui sont validés scientifiquement. Si je regarde la formation des galaxies, j'en observe beaucoup, je peux faire des statistiques, je peux étudier des galaxies de différents types. Mais quand il s'agit de l'univers dans son ensemble, en fait, je suis avec une expérience unique et on retombe en fait sur toutes les limites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on voit notre univers, on sait plein de choses sur notre univers, il y a des questions qui restent encore en dehors de notre champ explicatif. Quand on a ces coïncidences, est-ce qu'on doit s'étonner? Ça, c'est à vous de le décider. Donc certaines personnes vont décider de s'étonner, d'autres pas. Est-ce que ça révèle une nouvelle théorie, par exemple, comme le disait Dirac, ou est-ce que finalement c'est une contrainte du fait qu'on est un observateur, comme le disait Dickey? Là aussi, ça va être à vous de trancher, de trouver peut-être d'autres observations pour trancher entre les deux attitudes. Est-ce que tout ça est dû au hasard ou est-ce qu'il y a un biais de sélection observationnelle en supposant donc une infinité d'univers? Là aussi, c'est à vous de décider. Ce n'est pas aux cosmologistes, en tous les cas pas celui qui est payé par le CNRS aujourd'hui de vous dire ce genre de choses. Vous allez voir un collègue philosophe, peut-être qu'il pourra le dire en public. Et tout ça, ça vient du fait qu'on est tous ici dans un seul univers. Et ça, c'est pour moi important parce que on vous parle beaucoup des résultats de science, mais vous devez aussi vous rendre compte qu'à chaque fois, il y a des limites dans ce qu'on est capable d'expliquer et que tant qu'on n'est pas capable d'assumer en fait, qu'il y a ces limites dans notre cadre explicatif, et bien quelque part, on triche un petit peu et je pense qu'on met un petit peu à mal à la fois la méthode scientifique et la science elle-même. Voilà, donc tout ça, c'est finalement important parce qu'on faisait de la cosmologie de façon un petit peu déshumanisée. Ça, c'est la fin du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle. On pense qu'on peut retirer l'homme de tout ça, qu'on peut faire des mesures, qu'on peut faire des théories avec des concepts mathématiques qui sont non humains. On peut oublier l'homme et on décrit un univers et ses propriétés et on se rend compte qu'il nous force à nous étonner et à reconsidérer la place de l'homme dans cet univers, dans cet homme qui regarde cet univers. Et moi, je trouve que ça, c'est très beau parce que je pense aussi que ça nous montre un petit peu
la limite de la science strictement réductionniste telle qu'on l'a trop pratiquée à la fin du XXe siècle. Et que ces effets de contexte sont importants en cosmologie, mais ils sont aussi importants dans beaucoup de disciplines en sciences. J'espère que ça vous a donné des lignes de réflexion par rapport au statut de ce que la cosmologie scientifique peut apporter et de se rendre compte que finalement, il y a toujours, quand on cherche cette quête d'explication, il y a toujours un moment où on doit admettre qu'on ne peut pas avoir de réponse simplement avec cette méthode scientifique et qu'on doit ouvrir à autre chose. Et que le fait qu'on décide de le faire ou de ne pas le faire, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question humaine. Et ça tombe bien parce que c'est nous, les humains, qui faisons de la science. Donc c'est à nous de le décider. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci. Tout d'abord, je voulais vous féliciter et vous remercier pour ce que vous faites pour les enfants dans les hôpitaux. Ah, merci. Voilà, c'est assez rare pour un de noter. Donc bravo et continuez. En vous écoutant, voilà la place essentielle de l'observateur de l'humain, donc qui est au sein de cet univers. Et je me suis demandé, au cours de votre exposé, sachant que je ne suis pas scientifique de formation, si ce n'est pas plutôt le hasard qui est le fruit de l'observation humaine et de l'interprétation, même scientifique, qu'il en fait. Est-ce que la question ne se poserait pas à l'envers? Est-ce que ce n'est pas le hasard qui est le fruit de l'observation humaine? Voilà. Alors là, c'est une question difficile pour moi. Alors la première chose, c'est que, donc vous avez dit l'observateur qui est au centre de l'univers. Non, attention, l'observateur n'est pas au centre de l'univers, il est au centre de son univers observable. Alors ça, c'est bien parce que c'est quelque chose que même déjà Nicolas de Cuse avait dit, c'est-à-dire que, et puis même Giordano Bruno, c'était un des grands problèmes, c'est-à-dire à partir du moment où on a un univers infini, on peut être n'importe où, on perd cette vision centrale de l'être humain. Mais le truc, c'est ce que la cosmologie nous apprend et que la science nous apprend en général, c'est que nous sommes au centre de notre univers observable, mais quelqu'un d'autre est au centre de son univers observable, l'univers lui-même n'a pas de centre. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, est-ce que le hasard serait le fruit de la description humaine de l'observation? Alors l'observation, la première chose, c'est que l'observation ne nous dit pas tout sur la nature. Vous ne mesurez que ce que vous avez décidé de mesurer avec vos appareils de mesure. Donc vous mesurez un certain nombre de quantités avec certaines barres d'erreur. Donc ça c'est l'imprécision de la mesure. On est au CNAM, donc ça c'est vraiment le lieu où on vous dit quand on fait une mesure, il y a toujours une barre d'erreur, il n'y a pas de mesure absolue. Et donc vous allez refaire 3 fois la même mesure, vous allez avoir des fluctuations. Ça c'est intrinsèque à la notion de mesure. Et donc en fait, toute l'information que vous avez sur le monde extérieur, elle est toujours approximative. Vous n'avez jamais une mesure exacte du monde dans lequel vous êtes. Il y a des choses qui sont essentielles que vous n'avez pas mesurées à un moment donné de votre connaissance parce qu'en fait, vous ne savez même pas que cette quantité est à mesurer, vous ne savez pas que ça existe. D'accord? Donc, je ne sais pas, si je suis chez Newton, par exemple, eh bien, je ne vais pas m'amuser à mesurer de la radioactivité, par exemple, puisque ça n'existe pas, donc ce n'est même pas conceptualisable. Et donc, peut-être que... Alors, moi, je pense qu'il y a un hasard intrinsèque indépendamment de tout ça, mais le fait qu'on n'ait pas tout, si je prends des conditions initiales et que j'essaie de les évoluer, même si ces lois d'évolution sont tout à fait déterministes, en fait, toutes les prédictions, le fait que les conditions initiales ne soient pas bien mesurées, ne peuvent pas être mesurées, et qu'il existe des phénomènes en fait, que vous ne pouvez pas modéliser, fait qu'il y a un moment où vous allez perdre en prédiction. Donc ça, c'est un horizon des prédictabilités, ce n'est pas la même chose que du hasard, mais il y a un moment, en fait, vous n'allez plus pouvoir dire ce qui va en être. Quant à savoir si le hasard est le fruit de ces observations, je crois que je n'ai pas de réponse intelligente à la question. Si on revient à la question simple, notre ciel est-il le fruit du hasard? À quoi s'oppose le hasard? À quelque chose qui serait parfaitement déterminé? Et donc voilà, c'est une première question. Et la deuxième, mais qui est liée à cette question, c'est quand on parle des... À un moment, vous avez dit des conditions initiales probables. Mais quand on parle justement de l'état initial, en tout cas du Big Bang, peut-on parler d'état probable ou d'état improbable? Voilà, c'est 2 questions. Hein. D'accord, c'est peut-être moi qui ai fourché avec ma langue. Donc 2 choses. Alors, à quoi opposer le hasard? Si je fais... je ne vais pas répondre, mais imaginez que je sois Zeus, par exemple. Au moment où Orion crève, je le mets dans le ciel, puisque c'est mon pouvoir de mettre les constellations. Et ça va être éternel, puisque, tu vois, dans ce cas-là, la forme des constellations, elle ne doit pas changer dans le temps. D'accord? Alors si je me réveille et que Orion il est plus Orion, eh ben, le fait que ces étoiles bougent et donc il y a toute une dynamique et qu'à un moment donné où j'observe mon ciel, les étoiles ne sont pas là où elles sont, ça contrerait la théorie de Zeus, par exemple. Tu vois.
Bon, c'est pas très drôle, mais c'est un peu comme ça que je le voyais. Mais tu vois, c'est ce que je disais sur la position de l'étoile polaire. Elle n'est pas toujours au pôle, et ça, tu peux prédire en fait quand est-ce qu'elle va y être, comment elle va dériver, où elle va se trouver. Mais le fait qu'il y ait une étoile à cet endroit-là va trouver les conditions initiales à la formation de la galaxie qui te dit que, vu de la Terre, à telle période, il y aura une étoile. Pour moi, c'est complètement aléatoire, ce genre de choses. Et ce qui concerne les conditions initiales, je n'ai pas dit probable, en fait. Ce que je disais, c'est qu'elles sont héritées d'un processus quantique, et donc elles sont stochastiques, et donc de nature que toutes les prédictions que l'on fait sur l'univers sont des probabilistes. Pardon, si j'ai fourché. Ce n'est pas qu'elles sont probables, qu'elles sont probabilistes. Et à partir du moment... Et donc, tu peux connaître la loi de distribution, en fait, de ces conditions initiales. Et donc, quand tu vas réaliser différents calculs, tu vas avoir les mêmes lois d'évolution qui sont données par la relativité générale, et donc là, dans la façon dont la matière se structure, mais avec des conditions initiales qui, elles, sont générées par une loi de probabilité que tu connais. Donc, tu peux avoir, tu vois, tu peux faire plusieurs réalisations, et chaque réalisation va correspondre à un univers observable différent. Donc là, tu peux te poser la question, parmi ces univers observables, qu'est-ce qui revient 1 fois, 10 fois, 100 fois, qu'est-ce qui est le plus probable au sens de cette loi de probabilité-là? Ma question, elle concerne l'âge de l'univers, de notre univers observable. On dit 13,8 milliards d'années. Je voulais savoir ça dépend de quels paramètres, à part, ce que j'imagine, c'est la vitesse de la lumière qui fait qu'il faut qu'on ait le temps de recevoir cette lumière-là des extrémités observables, et peut-être de l'expansion de l'univers, mais sachant que ce que j'ai compris, c'est qu'on ne comprend pas forcément comment cette expansion agit. Je voulais savoir comment on se débrouille avec ce paramètre qui n'est pas bien fixé. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres aussi? D'accord. Donc, juste une publicité pour Time World. La dernière conférence que la dernière fois, j'ai fait un truc sur qu'est-ce que c'est que l'âge de l'univers. Donc, elle est en ligne, vous pouvez la voir, il y a tout, ça va vous expliquer tout ce que c'est. Donc, juste en 2 mots. On ne mesure pas l'âge de l'univers, puisqu'il y avait personne qui était là pour lancer un chronomètre au début de l'âge de l'univers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable, à partir d'observations astrophysiques, de reconstruire l'histoire d'expansion de l'univers. On a un modèle mathématique, donc il y a des hypothèses théoriques, en particulier la validité de la relativité générale, donc beaucoup d'hypothèses sur le modèle cosmologique lui-même. Donc, à partir de ce modèle cosmologique, on va trouver, à partir des observations, l'ajustement des paramètres qui décrit le mieux, en fait, notre univers à nous. Et ensuite, on va extrapoler vers le futur, jusqu'au moment où on arrive à cette fameuse singularité. Et donc, ce qu'on va appeler âge de l'univers, qui est un âge théorique, c'est le temps qui s'est écoulé entre la singularité et aujourd'hui, pour des observateurs qui ne sont pas nous, mais qui sont ce qu'on appelle des observateurs fondamentaux, donc qui sont liés aux symétries de l'espace, et tout ça. Donc on sait par rapport à quel observateur, on est capable de se repérer par rapport à eux pour éventuellement recaler les choses. Et donc c'est cet âge théorique. Donc ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un âge mesuré, c'est un âge qui dépend de plein d'hypothèses et qui est dans le cadre du modèle. On pourrait imaginer qu'il y ait des modèles radicalement différents qui vont donner un âge de l'univers qui est aussi différent. Ensuite, ce que l'on est capable d'observer, c'est des objets qui sont dans l'univers, de mesurer leur âge, de dire cette étoile, elle a 10 milliards d'années, cette galaxie, elle en a 12 milliards d'années, donc ça, on est capable de le faire. Et donc, la première chose que tu veux, c'est que l'âge de l'univers théorique que tu as calculé soit plus grand que tous les objets qu'il contient. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est assez en accord. Mais c'est vrai que si demain, on mesurait une galaxie et qu'on était, par une méthode ou une autre, capable de dire qu'elle a 18 milliards d'années, ça voudrait nous dire que quelque part, dans cette chaîne logique qui mène à ce 13,8 milliards d'années, ça peut être la mesure des paramètres, certaines hypothèses de symétrie du modèle, éventuellement la relativité générale, il y aurait quelque chose à revoir. D'accord ? Donc, mais le 13,8 milliards d'années, ce n'est pas une mesure, c'est la conclusion de plein d'observations et dans un cadre théorique bien défini. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en acceptant une méthodologie scientifique plus réductrice, une place de l'humain un peu plus importante, que ça amène quelque part, je vais être un peu provocateur, la fin de la science et le retour au dogme et à la croyance? Surtout pas. C'est tout à fait le contraire, en fait. C'est-à-dire que si vous survendez les résultats de la science, en fait, c'est là où vous allez l'affaiblir. Si vous dites la science a prouvé que, et qu'en fait, vous n'êtes pas au clair sur les limites de votre méthodologie et les limites de ce que vous affirmez, c'est là où vous allez ne plus lui laisser son rôle dans la société tel qu'il faudrait qu'il ait. La méthode scientifique, celle qu'on a quand on fait de la physique, en gros, c'est ce que nous disait Claude Bernard et tout ça,
les biologistes ou les gens qui font de l'écologie se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas l'appliquer tel quel, parce que dès que vous avez des phénomènes qui ne sont pas reproductibles, dès que quand vous étudiez le système, vous modifiez le système, par exemple, vous ne pouvez pas l'avoir de la même façon. Donc en fait, il y a des méthodes, les méthodes en double aveugle, ce genre de choses dont vous avez entendu parler ces derniers mois et tout ça, c'est plus la même démarche qu'un physicien de laboratoire qui peut répéter son expérience, et quand il l'a fait, il agit, finalement, il peut supposer que ce qui se passe dans sa bassine est indépendant du fait qu'il fasse cette expérience. Donc vous voyez, à chaque fois, cette méthode a évolué avec le temps, suivant les disciplines. En fait, elle n'est pas, qu'est-ce qu'on considérait comme un résultat prouvé n'est pas le même d'une discipline à l'autre. Le fait qu'en physique, par exemple, on a cette idée qu'il existe des systèmes isolés, d'accord, c'est ça, comme ce que vous apprenez à l'école, toutes les lois de la nature sont des systèmes isolés. Faire une expérience et se mettre dans des conditions qui sont le plus proches possible du système isolé. Il y a des domaines où vous ne pouvez pas avoir de système isolé. D'accord ? Donc comment est-ce que vous faites ? Pareil en biologie, et je ne suis pas biologiste, mais vous pouvez démontrer quelque chose in vitro, est-ce que ça se transpose in vivo, et ainsi de suite. Donc vous voyez, si vous êtes tout à fait, à chaque fois, si vous êtes le plus clair possible sur ces choses-là, si vous acceptez qu'il y a un moment où on ne peut pas tout réduire à quelque chose de plus fondamental, mais qu'il y a des effets contextuels qui vont agir, et ces effets contextuels, ça va être l'environnement dans lequel vous évoluez, et bien c'est là, à mon avis, que vous donnez toute la force à la science. Et c'est là où elle joue son véritable rôle, en fait, dans la société, qu'elle apporte sa pierre à notre façon d'être. Et à partir du moment où vous dites, là, en fait, on a des hypothèses, mais on n'a pas de certitude, il y a débat. Et il n'y a rien de mieux que le débat, mais un débat éduqué. Donc c'est vraiment le contraire de... En fait, dans mon esprit, c'est plutôt la peur qui est du rejet d'une science qui soit trop dogmatique et qui, pour certains, en fait, soit presque confondue parce qu'on ne connaît pas l'histoire des sciences à une pensée presque quasiment religieuse. C'est-à-dire que c'est comme ça, il y a des faits, il y a des choses. Si on vous demande pourquoi c'est comme ça, c'est parce qu'on me l'a dit et qu'on me l'a appris. C'est des arguments d'autorité. Vous ne pouvez pas, vous et moi non plus, revérifier tous les résultats. Mais il y a un moment où on veut se convaincre qu'ils se sont construits et qu'on est arrivé à une certitude que ce phénomène que je pense pour correct l'est bien selon certains critères. Et si on n'est pas clair sur ce que sont ces critères, alors c'est là où on ouvre la porte à n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment le contraire. Bien. Ce qui n'a plus rien à voir avec le ciel, mais c'est pas grave. Non, mais le ciel est là quand même. Hein. Ah, on ne peut pas s'en abstraire. On peut s'en cacher, mais on ne peut pas s'en abstraire. Bon, merci beaucoup Jean-Philippe Uzan de cette présentation que je vais essayer de synthétiser, si l'on peut dire. Rendez-vous dans 10 000 ans pour voir si ce qu'il a dit est vrai. Est-ce que notre étoile polaire ne sera plus polaire ? Mais est-ce que c'est l'étoile qui aura bougé ou est-ce que c'est l'axe de la Terre qui aura lui-même bougé ? Puisque la Lune s'éloigne, donc l'axe va bouger, donc l'alignement ne peut plus être aussi parfait qu'aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans un effet que je traduirais par coïncidence. Exactement. Une coïncidence heureuse que nous regardons avec notre œil d'observateur, parce que nous avons un référentiel. Je pense que c'est un peu ce qui est important dans ce que je veux dire, c'est que nous avons un référentiel et tout ce que nous observons et tout ce que nous construisons en théorie est lié à ce référentiel. Alors le plus simple, c'est effectivement les constellations, parce qu'on a commencé par ça, puisqu'on a imaginé des dessins, on a imaginé des relations qui n'existent pas sur le plan, cosmologique ou sur le plan simplement physique, entre les étoiles qui constituent ces observations. Et donc, on a bien vu que la vision que l'on avait de l'univers vient de l'observateur. Alors, j'ai découvert que l'on pouvait inventer des observateurs partout dans l'univers, innombrables, et qu'à partir de cette innombrabilité, eh bien, on était capable de faire une statistique. Alors, quand j'étais petit, j'ai fait des statistiques, mais j'étais dans des populations finies. Alors, elles étaient appliquées à la médecine, à l'expérimentation médicale, donc effectivement, on travaille avec des ensembles finis et délimités. Mais cet univers-là, l'univers que nous avons décrit, est infini, et de cette infinité, on va vers des hypothèses. Et les hypothèses, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que y en a à peu près autant qu'on veut. Elles sont soutenues par l'observation, elles sont soutenues par des théories. De temps en temps, on ne trouve pas d'observation qui correspondent aux théories, mais on peut dire peut-être qu'un observateur pourrait voir cette observation parce qu'il serait dans une condition différente. Et ça nous amène à, en fait, être incapable de trancher. Et je pense que la leçon de la cosmologie, alors moi je suis ça de loin depuis longtemps, mais c'est que
on sent une impossibilité à trancher. Et parce que, effectivement, tout dépend de la position à partir de laquelle on regarde les choses. Et je me rappelle George Smoot qui comparait notre situation à un grain de raisin dans un cake, où quel que soit le grain de cake sur lequel un observateur peut être, il voit tous les autres s'en aller. Et donc il est toujours au centre de son propre univers. Et c'est cette image de la cosmologie que moi j'ai retenue, qui me semble tout à fait compréhensible. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est que tous les univers, tous les observateurs verront des choses différentes, mais peut-être cohérentes. Peut-être cohérentes. Et donc, juste pour finir, mais là, c'est peut-être un point où je vais être le vilain petit canard. Vas-y, c'est bien. C'est samedi. C'est que le fait de dire que, en fait, on a une multitude de théories et que c'est à vous, à nous, de trancher. Est-ce que c'est pas, donc cette école américaine qui dit en fait, faites votre choix, faites votre marché dans des choses que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas capable de calculer, mais qui peuvent vous séduire. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu ouvrir la porte au scientisme, c'est-à-dire à dévoyer, alors je ne dirais pas la vraie science, mais la science appliquée, pratique, quotidienne, qui se traduit par la médecine, l'électricité, un certain nombre de choses effectives et efficaces que l'on peut mesurer, même si on en connaît, on n'a pas toutes les explications, mais au moins on a une approche rationnelle et constructive. Et là, en disant que c'est vous, spectateurs, qui allez juger l'observateur, est-ce que là, ce n'est pas un danger de dévoyer l'ensemble de la science, alors que la cosmologie, à travers les satellites WMAP, Planck, notamment, etc., se fonde sur des vrais résultats scientifiques et sur des raisonnements scientifiques qui sont tout à fait confortés. Et voilà, c'était un peu ma crainte après, à la fin de cette... choisissez vous-même. On est d'accord, en fait, parce que c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que pour la plupart des résultats, tu n'as pas besoin de rentrer dans ce genre de discussion, c'est pour des choses vraiment très, très spéculatives et des questions que on estime qu'on aurait envie de donner des réponses, mais si on n'en donnait pas sur le fait que la constante de Structurine va sur un 137 ou ce genre de choses, que quelque part on voudrait expliquer plus que ce que l'on explique, que là on ouvre une porte à quelque chose qu'on aurait plutôt envie de laisser dehors, alors que la plupart des autres résultats n'ont pas du tout besoin de tous ces raisonnements-là et tout ça. Donc ça, si, c'est important. C'est pas toute la cosmologie qui se repose là-dessus, c'est vraiment une petite frange extrêmement théorique sur ces questions-là, et malheureusement, souvent, qui est trop mise à l'honneur dans les médias par rapport à des choses qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus établies. C'est surtout ça, voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On est d'accord. Merci à toi, Michel.